Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette table ronde intitulée L'impact des reconfigurations géopolitiques sur les activités CIB et les dynamiques d'innovation. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au cours des derniers 100 jours, il y a eu pas mal de frictions géopolitiques. Ah, t'as rien vu? Tu regardais le foot? Et non, mais au-delà de la blague, ça met évidemment en exergue des choses qui existaient précédemment, mais qui sont font d'autant plus fortes. La guerre économique, évidemment, qui dit même plus ce nom, mais qui le crie sur les toits. L'inflation et l'hétérogénéité régulatoire, ou dérégulatoire d'ailleurs. La dépendance technologique aux acteurs étrangers, etc., 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 n'en jetez plus. Et cela affecte les activités de financement et d'investissement des groupes bancaires. Qui aurait pu prédire? Heureusement, enfin dans tout ça, il y a quand même un peu une lueur d'espoir avec l'innovation par la contrainte, l'innovation en période de guerre. On va essayer de s'en tirer comme ça. Mais donc tout n'est pas tout noir, mais ça impacte forcément la dynamique du secteur et les pratiques. Alors pour parler de tout ça, on pourra et on va sans doute invoquer Von Hayek, Polanyi, Keynes, Raymond Queneau et même peut-être Romain Gary. Mais on a aussi la chance d'inviter 4 grands professionnels de ce secteur qui vont partager leur point de vue et leurs analyses. Donc ils vont se présenter. On va commencer par Laetitia. Merci. Bonjour, oui, Laetitia Fournier, je suis responsable Data Innovation pour Natixis CIB. Loïc. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Loïc Henriet, président directeur général de Pascal. Pascal, on n'est pas vraiment dans le domaine directement de la finance CIB, mais plutôt on construit des ordinateurs quantiques, des processeurs quantiques, pour répondre à des problèmes computationnels de différents types. Pierre. Oui, bonjour à tous. Pierre Dulon, moi je m'occupe de la technologie et des opérations bancaires chez Crédit Agricole CIB. Et Alain. Alors Alain Papia, je suis le chairman de CIB chez BNP Paribas. Et moi-même, je suis Pierre Flatini et je suis le fondateur SEO de MindFintech, qui est un média spécialisé. Sur quoi vous allez me demander? Sur la FinTech. Alors, pour commencer, je vais me tourner vers toi, Alain, vers toi. Tu es depuis un certain nombre d'années le chairman de BNP CIB, également de BNP US. Tu connais bien et pour cause les sujets d'extraterritorialité du droit américain et les sanctions qui vont avec. Est-ce que ces sujets-là d'extraterritorialité américaine vous restent à l'esprit lorsque vous faites des choix stratégiques? Est-ce que ça vous limite dans vos initiatives au niveau CIB? Comment est-ce que vous la traitez, d'autant plus en ce moment où, a priori, ça bouge et les applications risquent d'être plus sévères? Alors c'est effectivement un point, je dirais, essentiel des activités de CIB. Je dirais même que ça devrait être un point essentiel pour toutes les entreprises qui traitent quelque part dans le monde sur une devise assez connue qui s'appelle le dollar. En fait, je crois que jusqu'aux années 2000, les banques européennes, entre autres, et pas uniquement européennes, les banques asiatiques aussi, considéraient qu'il y avait 2 dollars. Il y avait le dollar domestique utilisé aux États-Unis et puis il y avait le dollar dont je rappelle qu'il s'est construit dans les années 70, c'était le pétrodollar qui est devenu l'euro-dollar, et que cette devise-là était considérée par beaucoup, à tort, comme une devise qui ne subissait pas les règles d'extraterritorialité, qu'on ne devrait d'ailleurs pas appeler extraterritorialité, puisqu'en fait c'est leur devise, et comme a dit quelqu'un de célèbre, c'est notre problème. C'est-à-dire qu'en fait, on doit appliquer les règles américaines quand on traite du dollar dans le monde, quel que soit l'endroit. Et c'est vrai pour les banques, bien évidemment, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. C'est-à-dire que les règles de sanctions, etc., à partir du moment où vous commercez dans leur devise, et même si c'est entre deux pays qui ne sont et sans US Nexus, comme on dit dans nos langages, en tout état de cause, vous devez appliquer cela. Bon, ce qui veut dire
que à chaque fois qu'il y a des divergences entre, par exemple, l'Europe, hein, notre siège est en Europe, et les États-Unis sur des sujets de sanctions, ben, il faut appliquer les deux. Hein. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous extraire d'une des réglementations. En ce moment, je crois que tous les Chief Compliance Officers du monde entier regardent d'assez près ce que pourrait éventuellement faire l'administration Trump en termes d'allègement des sanctions américaines vis-à-vis de la Russie. Mais comme on va garder les sanctions européennes a priori, il faudra appliquer au même type d'opération, quelle que soit la devise, les mêmes règles. Autrement, on risque des contestations. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tout ça est contrôlé par l'OFAC, qui est un département du Trésor et qui regarde ça assez sérieusement et qui peut vous amener à payer des amendes assez importantes, hein, comme ça a été le cas il y a un peu plus de 10 ans par BNP Paribas, voire à perdre votre licence bancaire. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Juste vous citer une anecdote, il y a quelques années, au moment des sanctions sur l'Iran, l'Europe cherchait des contournements, y compris avec des banques publiques. À partir du moment où elles émettaient en dollars, elles pouvaient tomber sous les programmes de sanctions américains, même si, de fait, elles n'avaient pas d'activité aux États-Unis. Donc la localisation n'est pas le critère déterminant, mais la devise et l'application des sanctions est indispensable, quels que soient vos business. Et comment, dans ce cadre-là, comment parvenir à appliquer à la fois les règles US et les règles de l'UE? Si on prend un exemple concret, par exemple sur il y a le sujet de trading book qui traînent ou qui sont en cours, est-ce que tu peux un peu spécifier ça, un peu détailler? C'est une petite contrainte, assez lourde d'ailleurs. Donc les secteurs de compliance qui occupaient quelques centaines de personnes chez nous tous il y a 10 ans, ont quand même pas mal grossi. On a beaucoup recruté dans ces secteurs. Il faut aussi des outils technologiques extrêmement importants en termes de filtrage des flux. Pour BNP Paribas, par exemple, tous les filtrages de flux dollars sont effectués par une équipe spécialisée indépendante quelque part de nos activités locales à New York, s'appelle Global Financial Sanctions, et tout est filtré et il y a des opérations qu'on ne fait pas, ce qui amène d'ailleurs dans la durée quelque part certaines banques, et après chacun a sa stratégie, à arrêter des activités avec certains types de clients parce que le niveau de filtrage des opérations génère un coût qui n'est plus forcément rentable. Par exemple, la banque a décidé dès 2014-2015 de réduire considérablement son activité avec les négociants pétroliers, parce qu'en général, ils travaillent essentiellement dans des pays sous sanctions, et le contrôle des flux et les risques que ça nous faisait courir nous a fait quasiment abandonner cette activité. Très bien. Donc, les tensions nous font prendre conscience d'une hétérogénéité réglementaire, d'un régime à 2 vitesses, 3 vitesses si on prend la zone chinoise également. Est-ce qu'il y a d'autres prises de conscience dans ce contexte-là? Je vais me tourner vers Pierre à ce sujet-là. Oui, alors tout d'abord, je pense que ce qui se passe depuis quelques mois maintenant fait prendre conscience au grand public plus largement de la complexité réglementaire dans laquelle nous vivions depuis des années. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Alain, notamment sur ces notions d'extraterritorialité, avec les États-Unis bien sûr, mais on pourrait citer la Chine, qui a un champ de contraintes très, très fort, l'Inde qui a un champ de contraintes très fort, etc. Donc je pense que maintenant, tout le monde a bien ça en tête et a notamment en tête que pour les banques européennes, c'est encore un petit peu plus compliqué que pour parfois nos concurrents aux États-Unis. La deuxième prise de conscience, pour moi, c'est dans le monde de la technologie, c'est quand même l'hégémonie américaine, j'allais dire, sur toutes les couches. Alors, on a beaucoup parlé des data centers et bien sûr, c'est très important, mais il faut remplir le data center. Et à l'intérieur, on voit que dans le monde des logiciels, dans le monde des matériels, bien sûr chez les hyperscalers, tout ça, on est obligé de travailler avec les entreprises américaines. Il n'y a en réalité pas vraiment d'alternative, à court terme en tout cas. Et puis, moi je pense qu'il y a une troisième prise de conscience, c'est finalement la valeur d'un contrat. Parce que la radicalité des décisions récentes montre que tout peut être remis en cause via un décret ou via une décision extrêmement brutale.
Et ça aussi, je pense que pour celles et ceux qui gèrent des grands parcs technologiques, ça relativise la force d'un contrat et ça pousse à voir les notions de résilience et de diversification de manière un peu plus prégnante. D'accord. Et alors, ça, c'est la prise de conscience et la prise d'action, la réaction. Quelle serait-elle pour un groupe comme Crédit Agricole? Alors, je pense que là, il faut vraiment distinguer le court terme et puis le plus long terme. À court terme, je pense que la première réaction, c'est donc de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, et donc de revoir ces politiques de résilience. Alors là, on peut parler finalement, qu'est-ce qui peut se passer comme scénario de stress? Est-ce qu'un pays peut être envahi? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notre réseau, notre architecture, nos systèmes sont prêts à rapidement s'adapter à une situation de ce type? Et puis, encore une fois, réfléchir aussi à diversifier et à être capable de passer d'un fournisseur à un autre plus facilement. Donc ça, je veux dire, à court terme, malheureusement, je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Mais après, il y a l'autre perspective, et je pense que cette perspective, il faut qu'on la construise ensemble. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de champion européen dans le monde de la technologie ne me paraît pas une fatalité. Je pense que si on avait un Stargate européen qui mette ensemble autour de sujets comme l'IA les champions européens déjà établis, si on avait une évolution peut-être aussi du système de financement, parce que je crois qu'un des problèmes aujourd'hui, quand on voit la richesse des startups françaises, mais un des problèmes que nous avons, c'est que très rapidement, on les voit avoir un capital qui devient soit américain, soit moyen-oriental, enfin, qui sort un peu du giron européen assez vite. Et je pense qu'il faut s'interroger sur le mode de financement et d'accompagnement qu'on offre à ces jeunes pousses pour qu'elles deviennent plus grosses. Donc, pour moi, on a besoin d'une volonté politique, on a besoin de travailler ensemble, et les banques doivent faire partie de cet ensemble pour construire les champions européens de demain. Très bien. Donc un Stargate ou un plan Marshall européen, pour toujours réemprunter la terminologie US sur cette sujet-là. Donc un exemple, on avait échangé sur des exemples un peu concrets qui s'étaient formalisés au cours des dernières années là-dessus. Par exemple sur le pays, sur l'action Draghi, tu penses notamment à la saga de l'EPI qui, grâce à l'action politique, a pu être mise en place. Oui, absolument. Enfin, quand on regarde le passé, l'Europe a été capable de créer un Airbus. Il y a eu beaucoup d'autres tentatives, malheureusement moins couronnées de succès dans d'autres domaines. On peut penser dans le monde des télécoms. Je me souviens, il y a maintenant 25 ans, il y avait la grande idée de rapprocher plusieurs opérateurs télécoms européens pour faire des champions. Je pense que rien n'empêcherait aujourd'hui de forcer, via une volonté politique, la coopération entre des grands champions, et nous en avons. On a des champions dans le monde du service, on a des champions dans le monde de l'hébergement, on a des champions dans le monde du logiciel, de les faire travailler ensemble et de créer cette plateforme qui nous manque, encore une fois, je pense, objectivement aujourd'hui, pour réellement trouver des alternatives à la techno américaine ou chinoise. Très bien. Donc là, Pierre vient de nous parler justement du soutien aux acteurs technologiques, à l'investissement. Donc je vais me tourner vers Loïc, qui représente cette partie start-up et acteurs technologiques de notre panel. Dans ce contexte, comment une entreprise comme Pascal peut apporter quelque chose aux activités CIB des grands groupes bancaires? Oui, je vais peut-être déjà commencer par présenter Pascal, la technologie, d'où on vient. Pascal, c'est une entreprise qui est née en région parisienne, à Palaiseau, en 2019. Donc c'est une entreprise relativement récente, mais qui s'appuie sur des dizaines d'années de recherche dans les laboratoires académiques en Europe, en France, CNRS. On compte parmi nos cofondateurs Alain Aspect, qui a reçu le prix Nobel de physique en 2022, pour ses découvertes assez fondamentales sur les technologies quantiques,
qui sont à la base de la compréhension de comment on peut faire du calcul avec un ordinateur quantique, avec des éléments quantiques. Donc un processeur quantique, c'est une nouvelle façon de faire du calcul. Ça ne va pas remplacer les processeurs classiques de type CPU ou GPU, ça va venir complémenter ces machines pour résoudre certains types de problèmes. Pas tous, mais certains types qui sont typiquement des problèmes où on a beaucoup de complexité. Pas forcément des problèmes de big data, où on a beaucoup de données en entrée, en sortie, mais des problèmes où on a vraiment une complexité algorithmique très forte, un problème dont la complexité augmente exponentiellement avec la taille du problème, typiquement, et qui sont des problèmes qui sont rencontrés dans toutes les industries. Dans le domaine CIB, effectivement, il y en a énormément de cas d'usage où on peut avoir un processeur quantique qui peut être utilisé pour accélérer des routines de calcul. Donc deux exemples en particulier. On a travaillé de façon assez étroite avec les équipes de CACIB au cours des 4 dernières années. Un premier cas d'usage, on a travaillé donc, avec les équipes de CACIB, Pascal et Multiverse Computing sur un cas d'usage qui était lié au risque de crédit, identification en avance de phase de potentiels risques qu'on peut avoir parmi les portefeuilles de clients de CACIB. Donc c'est un projet qui a duré 18 mois où on a fait des implémentations sur nos processeurs quantiques avec des algorithmes qui ont été développés par nous et par Multiverse Computing et on a atteint des performances qui étaient bonnes, qui étaient à peu près au niveau de ce que CACIB a en production tous les jours sur ce genre de problème. Donc évidemment avec beaucoup d'efforts et une machine assez expérimentale, donc on n'est pas en production sur ce problème-là, mais c'est quand même, ça montre la maturité de la technologie qui est quand même là. Ça existe, les processeurs quantiques sont là et on peut résoudre des problèmes en les utilisant. Un deuxième type de problème qu'on est en train d'étudier actuellement, c'est sur l'optimisation de portefeuille. Donc là, un problème très intéressant avec une complexité algorithmique très importante. On essaye d'utiliser un algorithme, on a développé un algorithme hybride qui utilise du classique et du quantique pour trouver la meilleure combinaison possible dans de l'optimisation de portefeuille. Donc voilà, ça donne un peu des exemples concrets de ce à quoi la technologie, l'ordinateur quantique peut servir. Donc on a vraiment ces différents types de problèmes et j'aimerais rebondir sur ce que disait Pierre tout à l'heure par rapport à l'hégémonie des acteurs américains. Je pense que sur l'intelligence artificielle, sur le hardware en tout cas, la bataille est assez perdue pour l'Europe. C'est assez clair. Bon, il y a quelques efforts héroïques que je soutiens de tout mon cœur pour essayer d'avoir une solution européenne, mais c'est assez difficile d'imaginer qu'on peut arriver à rivaliser avec Nvidia dans le monde où on est. Le quantique, c'est pas le cas. Sur le hardware, on a encore des chances. On a plusieurs champions en France, en Europe. On peut se dire qu'en fait, le quantique, on en est là où l'IA était il y a 5 ans. Donc il faut essayer de ne pas reproduire certaines des erreurs qui ont été faites et pouvoir un petit peu se préparer. Parce qu'il y a un moment, un point de bascule, on a besoin d'avoir des solutions déjà en place pour pouvoir être compétitif. Et il y a un besoin de se former assez tôt pour toutes les entreprises, je pense. Et aussi, en fait, le travail pionnier que fait CACIB nous permet, nous, de vraiment essayer de résoudre des vrais problèmes avec des vraies données en production, aller vers la production. Et c'est ça qui, en fait, accélère les timelines et nous permet d'être en bonne position pour pouvoir être compétitif en France et en Europe. Merci beaucoup, Loïc, donc, pour ces explications et ces exemples de coopération entre une société de taille plus modeste que le grand groupe CACIB et d'applications en prod du quantique. Alors je vais continuer la discussion en me tournant vers Laetitia et on va parler du quantique. On va parler IA et blockchain avec vous. Est-ce que la bataille pour l'IA est perdue ou en tout cas comment sont anticipées ces nouvelles contraintes par des groupes comme Natixis avec l'exemple de l'IA? Oui, donc la bataille de l'IA n'est pas perdue, hein, j'espère. Pour nous, chez Natixis, et comme d'ailleurs au groupe BPCE, l'IA, c'est vraiment un booster pour notre plan stratégique. On a beaucoup d'ambition à la fois pour développer des use cases concrets,
pour améliorer notre efficacité opérationnelle et nos performances, et aussi surtout pour rester compétitifs, parce que les banques américaines mettent beaucoup d'IA aussi dans leur process. Donc je pense que l'IA va vraiment grandir dans les prochaines années. Alors le problème de l'IA, effectivement, c'est cette grosse dépendance technologique, à la fois dans l'infrastructure, comme on l'a dit, et aussi, je pense que les grandes banques se sont appuyées sur des infrastructures technologiques américaines, mais c'est aussi tous les grands groupes. Les chiffres sont assez impressionnants. Je crois qu'il y a 70% du cloud européen qui est fourni par des hyperscalers américains comme Amazon, Google et Microsoft. Donc on n'est pas les seuls et effectivement ils ont une dominante et une avance en matière de cloud, mais aussi de puissance de calcul. Donc là, c'est le premier point pour la dépendance technologique. Le deuxième, c'est les modèles LLM. C'est vrai que les premiers à offrir des modèles LLM aux grandes entreprises, ça a été OpenAI, donc encore américain. Donc on a commencé avec des architectures basées en fait sur ce modèle LLM. Donc voilà, petit à petit, on a une grosse dépendance technologique. Les premières craintes de cette dépendance technologique, elles sont apparues assez autour de 2018, quand il y a eu l'adoption du Cloud Act, parce que là, ça voulait dire que les autorités américaines pouvaient avoir accès aux données qui étaient stockées par des fournisseurs de cloud, y compris en dehors des États-Unis. Donc en tout cas, ça a été un réveil pour les institutions financières et je pense pour les banques de se dire où est-ce qu'on stocke nos données sensibles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementations comme DORA sur les prestataires, mais aussi comme GDPR sur les données personnelles, qui montrent qu'il faut avoir une maîtrise des données, donc sur plusieurs axes, à la fois sur la localisation, où sont mes données, sur le territoire européen, sur la gouvernance, puisque avec GDPR, il faut un peu contrôler les flux, et aussi sur leur exploitation avec les prestataires. Aujourd'hui, avec les événements un peu géopolitiques, nous, la grosse question, c'est si demain, un prestataire non européen cloud venait à désactiver un de nos services critiques, quel serait l'impact pour nous en tant que banque, mais aussi pour nos clients, puisqu'on a quand même pas mal de process dessus. Donc, c'est des réflexions, effectivement, qui sont en cours. On a déjà fait pas mal d'actions. Un peu en écho avec ce que disait Pierre, je pense que la partie sur les modèles LLM, nous on se base sur une architecture un peu flexible avec le groupe BPCE qui nous permet de choisir notre modèle LLM et de pouvoir passer de OpenAI à peut-être des modèles plus français comme Mistral. Il y a cette partie-là. Sur la partie IA classique, bien sûr, nous, on développe en interne nos modèles pour garder tout ce qui est transparence, traçabilité. Et c'est un des sujets de la pertinence technologique. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que là, ça nous permet de basculer sur une vision plus dynamique de notre problématique qui est finalement sous la contrainte, alors contrainte technologique, mais contrainte aussi de guerre hybride, de contraintes géopolitiques. C'est un fort driver d'innovation. L'innovation soit contrainte, que ça soit au niveau économique ou au niveau littéraire. J'avais promis que je parlerais de Raymond Queneau, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prouvé dans le temps. Par rapport à ces nouvelles contraintes, cette nouvelle règle du jeu, donc pas uniquement régulatoire, mais cette nouvelle règle du jeu qui s'impose à nous, est-ce que vous pouvez déjà percevoir des changements en matière de processus d'innovation, en matière de réflexion d'innovation et de projets, d'autant plus que c'est des projets assez longs qui demandent d'être changés un petit peu en cours de route. Donc, est-ce que vous voyez déjà des dynamiques se transformer et à quoi on pourrait s'attendre dans les prochaines années? Je commence par Laetitia. Effectivement, je pense qu'il y a une belle dynamique autour de l'innovation. On a quelques signaux, donc je pense que
on a parlé un peu du gros push côté européen. Alors pour rattraper un peu le retard sur l'écosystème de l'IA, effectivement, on a quand même des champions. Enfin, il y a Mistral, mais il y a aussi des modèles. EuroLLM, par exemple, qui a été développé en open source. Donc, en tout cas, ça stimule un petit peu tout cet écosystème. En termes aussi, je pense, d'open innovation, un modèle comme DeepSeek a quand même redynamisé un petit peu tout le modèle économique qu'avait mis en place OpenAI. Ça a une approche beaucoup plus ouverte, avec des open weights, et ça rebalance et ça repousse, je pense, l'open source. Et enfin, je pense qu'on en discutait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on voit des nouvelles choses apparaître. Par exemple, là, en avril, il y a quand même eu un ordinateur quantique qui a été utilisé, alors côté Chine, mais qui a été utilisé pour affiner les modèles de l'IA. Donc on voit que toutes ces nouvelles technologies, elles émergent, et il y a beaucoup de choses qui vont en sortir grâce à ça. Merci beaucoup. Alors Pierre, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voyez aussi des changements dans les dynamiques d'innovation? Est-ce que ça renforce votre conviction, vos envies d'interagir avec des sociétés comme Pascal? Comment vous percevez ça d'un point de vue de stratège technologique? Non, mais tout d'abord, je pense que ça renforce en effet l'idée que les banques doivent s'intéresser à l'innovation, doivent investir en amont, parce que tout ça va très vite, et Pascal et le quantique en est, je pense, un exemple criant. Moi, je trouve qu'on observe deux mouvements intéressants aujourd'hui. C'est que souvent l'innovation, c'est pas un sujet domestique, c'est très vite un échange entre plusieurs régions du monde. Et c'est vrai que le chemin un peu traditionnel, c'était on a une idée en France, très vite on va la tester aux États-Unis. Je trouve qu'aujourd'hui on voit émerger plus de coopération entre l'Europe et le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie, parfois via des plateformes comme Singapour qui peuvent un peu faire l'intermédiaire avec la Chine ou la Grande Chine. Mais on a, nous, par exemple, plusieurs exemples avec des grands clients chinois qui veulent coopérer directement avec une banque française pour des sujets d'innovation entre les deux régions. Donc ça, je trouve que c'est peut-être une conséquence de l'actualité géopolitique, mais qui va reconfigurer un peu les coopérations entre les grandes régions du monde. Et puis le deuxième mouvement que je trouve intéressant, c'est l'innovation que je vais appeler semi-régulée. Alors même si c'est un peu contre-intuitif, mais je trouve que traditionnellement, et c'était le cas dans les blockchains par exemple, l'innovation était tirée par une philosophie un peu libertaire, ou en tout cas très de finances décentralisées. C'est l'exemple bien sûr du Bitcoin, mais aussi du Dogecoin, du Trump dollar, ce type de truc. Et on voit apparaître aujourd'hui des initiatives qui sont plutôt pilotées par des régulateurs ou des banques centrales. C'est le cas de la Banque de France avec DL3S, c'est le cas de Singapour également, qui essaye d'animer quelque chose pour l'Asie avec une initiative qui s'appelle les Gardiennes, où là, l'idée, c'est on crée des plateformes de confiance parce qu'elles sont dans un monde relativement régulé, qui permettent à l'innovation, et notamment de nouveau à la technologie blockchain, de se développer, mais dans un cadre un peu différent. Et ça, je trouve que c'est un mouvement qui semble s'amplifier et qui est un peu en contradiction avec le premier, mais qui vient en complément. Alors, justement, ça me permet de revenir vers Loïc. Vous, en tant que jeune brillant start-upper, est-ce que avec ces changements géopolitiques, avec ces changements de donne, comment vous voyez la trajectoire de votre entreprise? Est-ce que les États-Unis sont toujours la Mecque et il faut à terme aller se développer aux États-Unis? Est-ce que, parce que, excusez-moi, mais cette coopération grand groupe start-up, je pense que depuis que je travaille dans la tech, donc ça fait à peu près 20 ans, j'ai toujours entendu, donc impact PME start-up, c'est une chose, mais est-ce que vous percevez quelque chose qui est en train de changer? Est-ce que vous, dans votre trajectoire, c'est les US à terme, ou vous voyez un destin européen? Plus partager votre gut feeling d'entrepreneur. Oui, bien sûr. Donc depuis la création de Pascal, on a fait vraiment très attention à vouloir se développer à l'international pour ne pas être
une entreprise uniquement franco-française. Donc on a même au capital Temasek, un investisseur singapourien, qui a été le lead de notre série B, par exemple. On a des clients partout dans le monde, en Asie, avec LG, Panasonic, par exemple, aux États-Unis, Johnson & Johnson, et en Europe, évidemment, on a notre headquarters. On a aussi un partenariat assez fort avec Aramco en Arabie Saoudite. On va installer une machine en Arabie Saoudite avant la fin de l'année. Donc on a une entreprise où on a essayé vraiment d'avoir un développement international global pour être un leader technologique. C'est sûr que le contexte actuel rebat un petit peu la donne en termes de développement international, où on est obligé de faire attention un petit peu à comment on articule ce développement. On parlait tout à l'heure de la loi d'extraterritorialité américaine. C'est vraiment un problème pour nous en termes d'export contrôle, par exemple. Donc on a la chance, l'opportunité d'avoir une supply chain qui est principalement basée en Europe, donc avec 80% voire plus de nos composants qui sont originaires de l'Union européenne. Mais donc là, ça renforce encore plus ce besoin d'avoir cette technologie qui est ancrée en Europe pour ne pas avoir un potentiel barrière commerciale mise en place par une administration Trump, par exemple, sur un export dans un pays tiers. Donc on doit faire attention à ce genre de choses, et on a plutôt une approche un petit peu multidomestique, on va dire, où on a côté Canada, on essaye de développer des choses localement. On a une présence en Asie où on va essayer de développer un petit peu des choses localement. Donc voilà, on essaie de s'adapter. Et ceci étant dit, on voit aussi un petit sursaut européen avec une réaction en faveur de l'innovation et de la deep tech en particulier, de la part de la Commission européenne par exemple. On a été récemment sélectionné pour un financement equity 30 millions d'euros STEP programme par l'Union européenne. On fait partie de 7 entreprises de deep tech européennes qui sont soutenues, et on voit vraiment cette volonté forte de l'Union européenne de soutenir et de réagir un petit peu face aux velléités qui peuvent être un petit peu agressives de la part d'autres acteurs. Très bien. Alors, pour la dernière partie, on va revenir, on va un peu se projeter l'avenir, puis on va un peu élargir la discussion, c'est-à-dire qu'il y a une réaction européenne, il va falloir financer ça, il va falloir accompagner ça, les activités CIB des banques ont un rôle à jouer là-dessus, et est-ce qu'on y est? Est-ce que les banques, est-ce que les acteurs financiers peuvent accompagner les impulsions politiques, géopolitiques et toutes les annonces qui ont été faites que ce soit au niveau national ou au niveau Union européenne, pour accompagner ces changements et pour renforcer une souveraineté, se sécuriser et autres joyeusetés. Alors, je vais d'abord me tourner vers Alain, et puis ensuite, vous pourrez rebondir. Vu qu'on a encore 10 minutes sur ce sujet-là, on a rattrapé un peu notre retard, tout va bien. Donc, Alain. Non, mais je crois que les banques sont prêtes, mais dans un monde contraint. Ça fait quelques années que nous demandons à la Commission européenne, quelque part, de faire deux choses. La première, c'est d'aider au développement des marchés de capitaux, parce que de fait, les bilans de banque n'y suffiront pas. Je rappelle qu'aux États-Unis, les banques financent 35% de l'activité économique, le reste, c'est les marchés. En Europe, on est dans un pourcentage opposé. Et comme on a quand même les empilages BAL 3, BAL 4 qui arrivent les uns après les autres, la capacité à prêter, compte tenu des besoins d'investissement de l'Europe, ça ne passe pas. Donc il faut Capital Market Union, Private Credit, enfin il faut tous les instruments possibles si on veut financer l'Europe. D'autant plus que ne vous a pas échappé qu'il y a une partie de l'Europe qui a une capacité à s'endetter sur les marchés, c'est les pays les mieux ratés, et que d'autres ont une capacité un tout petit peu plus limitée ou à un prix éventuellement élevé. Quand vous voyez les discussions sur l'effort de défense à 800 milliards, la Commission a trouvé un accord pour 150 milliards d'emprunts groupés. Ça veut dire que chaque pays va devoir emprunter sa quote-part des 650 milliards restants. Pour l'Allemagne qui est triple A ou les Pays-Bas, ce n'est pas un très gros sujet. Le Luxembourg encore moins. Pour le sud de l'Europe, y compris la France, ça va être un peu plus compliqué. Alors on a obtenu de la Commission que cet excès de dette ne rentre pas dans les critères de Maastricht. Il faut juste se dire que les investisseurs se fichent complètement des critères de Maastricht. Ils regardent juste le volume de dette, la capacité à rembourser, et ils fabriquent un prix.
C'est là où on voit qu'on a besoin d'accélérer, et malheureusement les discussions sur Capital Market Union, titrisation et tout, bon, on subit une espèce de période de vide depuis le départ du commissaire Hill, qui était le commissaire en charge de ça, qui représentait l'Angleterre. Donc évidemment, les marchés de capitaux, il connaissait. Il est parti, et là, on a eu à peu près 6 années de disette, si je peux dire. Donc les débats ont repris. Bon, Pierre-Yves, tu connais ma position là-dessus, hein, puisque je suis assez souvent sur les tribunes pour dire le problème de la Commission, c'est le time to market. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire quand toutes les réformes, on les qualifie d'omnibus, moi qui prends le train, c'est pas grande vitesse, quoi. Donc le problème, c'est qu'il faudra aller beaucoup plus vite. Je crois que les banques européennes ne demandent pas de dérégulation. Elle dit simplement, dans Bâle III, il y a 2 piliers, si je peux dire. Il y a ce qui va nous contraindre un peu dans nos activités domestiques. Ça ne nous fait pas sourire, mais d'un côté, on sera tous logés à la même enseigne. Et puis, il y a toute la partie des marchés de capitaux, FRTB, et mettre en place FRTB quand le reste du monde ne va pas le mettre sur les boucles de trading, alors qu'on veut développer les marchés de capitaux, ça revient à donner gratuitement notre souveraineté financière aux États-Unis. Et ça, je trouve que c'est un grand écart qui, politiquement, nécessiterait que les politiques tapent du poing sur la table, parce qu'il n'y aura pas d'Europe souveraine indépendante si l'Europe n'est pas souveraine et indépendante financièrement. Ça, je crois que c'est un concept qu'il faut marteler. Et les premiers concernés ne seront pas les banques. Bien sûr, on va perdre en compétitivité, etc. C'est les emprunteurs. C'est-à-dire on ne sera pas capable de délivrer les 2000 milliards de financement par an, et à partir de ce moment-là, les prix vont monter. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Donc il faut se battre là-dessus, et tous les soutiens sont les bienvenus pour que la Commission accélère et qu'on arrête de devoir mettre en place des trucs qui ont été décidés il y a 15 ans. Le monde a considérablement changé à 15 ans, il a même changé il y a 3 mois. Bon, donc il est urgent de se réveiller. Voilà. Très bien, donc Union des marchés des capitaux et plus vite qu'au rythme actuel. Pierre, Laetitia, Loïc, est-ce qu'on y est? Est-ce que les activités CIB y sont? Et sinon, qu'est-ce qui manque? Sur quoi il faut encore insister? C'est vaste, hein? Oui, c'est vaste. Non, je vais pas répéter ce qu'a dit Alain. Je pense que c'est vrai pour toutes les CIB européennes. Moi, je pense que peut-être pour compléter, il y a l'autre point de vue de la banque qui est le gros utilisateur de technologie, hein, qui peut aussi être vu comme une des manières d'aider donc cette industrie technologique européenne à se reconstruire. Donc il y a probablement pour toutes les banques la nécessité de structurer une activité de R&D. Enfin, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que toutes les industries ont des budgets de R&D, des organisations de R&D, etc. C'est souvent pas décrit comme ça dans le monde bancaire. Hein, c'est plutôt une petite équipe innovation avec un petit budget. Je pense qu'il y a maintenant, vu tout ce qui se passe dans le cadre géopolitique, mais vu aussi ce qui est en train de se passer sur le fond en termes de rupture technologique, hein, c'est vrai pour le quantique, c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour le cloud, il faut probablement que les grandes banques organisent une structure R&D, allouent une partie plus significative de leur budget à faire ça, pour bien sûr préparer leur propre avenir, mais aussi essayer d'orienter cette R&D sur des futurs champions européens. Et je pense que là, en tant que gros acteurs et gros acheteurs, on a aussi un rôle à jouer. Merci beaucoup. Laetitia, ensuite Loïc, et on sera à l'heure. Je suis très alignée avec ce que vous avez dit, effectivement, le côté R&D, et je pense qu'aussi il y a le côté opérationnalisation, parce que dans les grandes banques, on est habitué à avoir des gros projets avec des grosses deadlines et des objectifs qui sont assez, je dirais, moyen terme et qui ne bougent pas beaucoup. Aujourd'hui, on voit qu'avec l'IA, la façon dont ça avance, les nouvelles technologies, le contexte géopolitique, on a besoin de flexibilité, et ça c'est un gros challenge, je pense, pour nous les banques. Flexibilité dans les nouvelles technologies. On sait que dans des nouvelles technologies chez nous, à
mettre en place, ça prend du temps. On a aussi beaucoup de réglementations, beaucoup de sécurité à mettre en place. Donc, on est peut-être un peu moins agile que pourraient être des startups ou d'autres personnes dans cet environnement. Mais effectivement, beaucoup d'agilité, de flexibilité, ça sera important pour pouvoir avancer dans ces sujets-là. Et Loïc, le mot de la fin. Vu de notre point de vue, il y a principalement 2 enjeux. Le premier étant la recherche de financement pour continuer à poursuivre notre croissance. Donc on a par exemple une entreprise comme Pascal, après une série B, un financement total de 125 millions d'euros. On est obligé aussi d'aller voir à l'étranger, aux US, en Asie, et ça peut être un problème. On n'a pas vraiment d'acteurs à l'échelle en Europe qui permettent de soutenir sur des échelles de temps qui sont assez longues, la croissance d'une entreprise comme Pascal, qui évidemment a besoin d'énormément de capital pour pouvoir rivaliser d'un point de vue technologique, étant donné qu'on a besoin de déployer une R&D sur des horizons de temps qui sont de l'ordre de grandeur de 5 à 10 ans, et que nos processeurs quantiques valent plusieurs millions d'euros. Donc c'est sûr que en coût, c'est assez significatif. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est nous, de notre point de vue, ce qui nous aide, c'est vraiment travailler directement aussi avec les banques, avec les métiers CIB pour construire ensemble, en fait, et pour savoir ce que la technologie quantique, en particulier, peut apporter au métier CIB, parce que c'est comme toujours, on a une vision de ce qu'on va pouvoir faire, mais on a besoin d'aller vraiment dans les détails, de travailler ensemble pour rendre ça vraiment concret et réel. Alors pour synthétiser, union des marchés des capitaux, rapidité, flexibilité, coopération, collaboration pour faire émerger des champions européens, et évidemment le financement qui va avec. C'est un peu les défis qu'il va falloir relever sur ce segment-là. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir pu participer. Je vous remercie aussi d'avoir été là. On aura donc appris que la sphère économique et technologique ne sont pas totalement désencastrées de la sphère politique. C'est une belle leçon. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Pierre. Merci.